La renommée du manoir aux papillons s'étendait jusqu'aux confins de la vallée, et on ne pouvait se déclarer de la région sans connaître le nom de cette construction bizarre et asymétrique qui semblait à chaque instant sur le point de s'effondrer. À la mort de ses parents, quand on annonça à Viviane que c'était là, chez sa grand-mère, qu'elle terminerait son enfance, elle eut du mal à le croire. Rien dans ce lieu n'évoquait le confort rassurant d'une maison. Elle s'y laissa donc mener sans protester, convaincue qu'elle n'y resterait que quelques jours, le temps que les adultes réalisent qu'ils avaient fait erreur. Viviane vécut au manoir pendant 6 ans. 6 années qu'elle finirait par considérer comme les plus heureuses de son existence. L'intérieur du manoir était encore plus étrange que son extérieur. À l'école, lorsque la maîtresse expliqua aux enfants ce qu'était l'arche de Noé, Viviane se demanda si c'était là l'histoire qui avait inspiré sa grand-mère, elle qui avait choisi de rassembler en sa demeure un exemplaire de tous les objets du monde. L'idée fit rire Louisa. « C'est seulement que je hais le vide, » confia-t-elle. « C'est là que prennent naissance les mauvaises pensées. » Viviane hocha la tête, et, comme à chaque fois qu'une réflexion de sa grand-mère lui échappait, elle se consola en caressant ses cheveux noirs, remplis de pinces qui ressemblaient à des papillons. Jamais de vide. Louisa remplissait tout l'espace. Elle l'unifiait de sa lumière, lui donnant cohérence et harmonie. Il fallut à Viviane plusieurs mois pour s'approprier le manoir. À plusieurs reprises, elle fut persuadée de l'avoir entièrement exploré. Cependant, une pièce finissait toujours par lui donner tort, et elle se voyait alors contrainte de corriger ses cartes, ajoutant ici ou là un débarras secret, qui avait jusque-là échappé à sa vigilance. Dans ce labyrinthe aux contours flous, une certitude rassurait Viviane, celle de toujours retrouver sa grand-mère au même endroit, dans ce qu'elle appelait son jardin d'hiver. Cette grande pièce, entièrement vitrée, débordait de plantes en tout genre. En les voyant tomber du plafond, escalader les murs et enlacer les canapés, on aurait pu se croire dans une jungle miniature, si toutefois il existait des jungles sans danger. Quand Viviane s'y présentait, c'était toujours pour demander à Louisa de nommer un objet, n'importe lequel, pourvu qu'elle puisse le dénicher quelque part dans la maison. Selon le défi que lui lançait sa grand-mère, la petite fille partait alors à la recherche d'une amphore, d'une boussole ou d'une cuillère en argent. Ces recherches pouvaient durer des heures, tant elle se refusait à revenir vers elle les mains vides. Parfois, cependant, l'objet lui résistait. Piteuse, elle rejoignait alors sa grand-mère qui lui indiquait précisément l'endroit où elle aurait pu le trouver. Comment Louisa était-elle au courant de ce qui existait en dehors des murs du jardin d'hiver ? Voilà une question qui obsédait Viviane. Elle doit être comme les arbres, pensait-elle parfois, prolongée par un tas de racines qui surveillent la maison depuis les profondeurs de la terre. Un matin d'été, alors que Viviane furetait dans les recoins d'une bibliothèque à la recherche d'un nouvel objet, elle tomba sur une photo d'un couple en noir et blanc. Oubliant son enquête, elle s'empressa de la montrer à sa grand-mère. « Dis, mamie, c'était ton mari, ce monsieur-là ?»« Oui, Miada, c'était ton grand-père. » Louisa aimait l'appeler par ce surnom qui voulait dire ma fée en espagnol. « Il était comment avant de mourir ? Est-ce qu'il était sérieux comme sur la photo ? Et comment tu l'as rencontré ?» Beaucoup de questions pour une seule bouche, s'amusa la grand-mère. Choisis-en une, veux-tu ? Je ne voudrais pas m'éparpiller. Viviane prit place sur l'un des nombreux tapis qui recouvraient le parquet en chêne, et après un temps de réflexion, elle dit « La rencontre. Je veux savoir comment tu l'as rencontré. » « Rien de plus simple, » répondit Louisa. « J'ai seulement prêté l'oreille aux invisibles. » « Les invisibles ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ce sont les forces qui te guident vers ton destin. Elles sont partout autour de nous, prêtes à conduire ceux qui les écoutent sur le chemin qui est fait pour eux. Chez nous, au Chili, on pense que ce sont les esprits des ancêtres, et que, plus ta lignée est longue, plus tu auras de chances d'être aidé. Le jour où j'ai rencontré ton grand-père, pas un seul souffle de vent ne chatouillait les feuilles des arbres. Et pourtant, je me suis retrouvée au milieu d'un immense courant d'air qui me poussait vers lui.
Viviane fronça les sourcils. Mais si ça ressemble au vent, comment on peut être sûr que ce sont les invisibles qui nous parlent? On le ressent à l'intérieur de son corps, Miada. Il n'y a qu'à écouter. Cet après-midi-là, 3 coups résonnèrent contre la porte d'entrée. Viviane hésita. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir à des inconnus, mais elle craignait de manquer l'appel du destin, et Louisa faisait la sieste à l'autre bout de la maison. Après tout, il était peu probable qu'elle puisse utiliser le pouvoir de ses racines souterraines dans son sommeil. L'excitation de Viviane retomba à la seconde où elle reconnut Robinson, son camarade de classe. Elle n'eut pas besoin de lui demander ce qu'il faisait là. Pour qu'il arrête de lui tirer les cheveux dans la cour de récré, elle lui avait promis une chasse aux papillons. Le garçon était venu réclamer son dû. La règle, dit Viviane une fois dans le jardin, c'est de compter 1 point par papillon. Il faut les montrer à l'autre pour qu'il vérifie la prise, et ensuite, on les laisse partir. Robinson hocha la tête en souriant. Viviane le trouva un peu différent de d'habitude. Il était plus doux et moins turbulent. Pas une seule fois il ne s'approcha d'elle pour lui tirer les cheveux. À la fin de la journée, elle avait changé d'avis à son sujet, et c'est de bon cœur qu'elle accepta un nouveau rendez-vous. Les règles de la chasse évoluèrent en même temps que l'été. Très vite, il leur sembla injuste d'accorder à tous les papillons la même valeur. Certains étaient vraiment époustouflants, et ils devaient rapporter au moins 2 points, eu égard à leur beauté. Viviane vota en faveur du lycène, un papillon bleu aux ailes bordées de fils blancs. Son corps en froufrou la faisait rire. C'était comme s'il avait enfilé un costume de cabaret. Robinson choisit le demi-deuil et sa robe noire et blanche, belle comme un damier. Quand les vacances prirent fin, les 2 enfants étaient officiellement les meilleurs amis du monde. Parfois, quand Robinson lui tenait la main, Viviane avait l'impression de sentir autour d'elle de petits courants d'air. Elle pensait alors aux invisibles, mais l'idée lui paraissait saugrenue. Quand le destin prend la parole, il n'est pas du genre à chuchoter. Les courants d'air ressemblaient à des murmures, et, pour cette raison, elle se réserva le droit de les ignorer. Les années passèrent, et Viviane fêta ses 13 ans. Un soir, en rentrant de l'école, elle se rendit dans le jardin d'hiver. Sa grand-mère, curieusement, ne s'y trouvait pas. La jeune fille resta interdite. Était-il possible qu'elle se soit rendue dans une autre pièce? L'idée lui parut effrayante. Si Louisa pouvait bouger, alors les arbres pouvaient aussi bien changer de forêt, et les maisons déplacer leurs murs de village en village. Comme Louisa ne répondait pas à ses appels, Viviane explora le manoir, comme à l'époque où elle le croyait trop grand pour être cartographié. Elle trouva sa grand-mère allongée dans son lit. En s'approchant, elle remarqua sa peau étrange, qui semblait comme pétrifiée. Louisa était morte, réduite, comme tout le reste, à l'état d'objet. Viviane partit vivre en bord de mer, chez un parent éloigné. Elle détesta tout en un seul bloc. L'homme froid qui s'occupait d'elle, sa maison vide et bien rangée, l'odeur salée de la mer. Pire que tout, elle détesta le vent marin, ce vent incompréhensible qui lui donnait l'impression d'être poussée dans tous les sens, sur des chemins qui n'étaient pas les siens. Quand elle entra au lycée, Viviane attira le regard de nombreux garçons. Sa tristesse l'avait amincie, et ses yeux noirs semblaient s'être veinés d'or, comme striés par un orage persistant. De son côté, elle ne regardait personne. Le souffle qui avait commencé à s'élever en présence de Robinson s'était évanoui. Elle ne ressentait plus rien. Pour qu'on la laisse tranquille, elle décida de s'entourer de chiens de garde. Elle en adopta 3 et noua leur laisse autour de sa taille. Les gens s'écartèrent spontanément. On commença à la trouver bizarre. Elle était toujours belle, mais c'était sa folie, de plus en plus, qui sautait aux yeux. À ses 18 ans, Viviane retourna dans la vallée et, refusant de rentrer au manoir, elle s'installa dans une cabane en bordure de forêt. Tout le monde ou presque avait oublié la Hadda de Louisa, et les enfants affirmèrent qu'il s'agissait d'une sorcière. Les adultes, qui détestaient se voir confrontés à autre chose qu'à de l'ordinaire, froncèrent les sourcils,
et interdire aux plus petits de l'approcher. Viviane n'eut plus besoin de ses chiens. Le vide se créa autour d'elle naturellement. Robinson, de son côté, n'avait jamais quitté la vallée. Tous les jours, il passait devant le manoir dans l'espoir d'y apercevoir sa meilleure amie. Il savait bien qu'elle n'y habitait plus, mais il avait beau se raisonner, une force invisible le poussait vers ce lieu qui avait enchanté ses après-midi d'été. C'était là qu'il se trouvait, un soir, quand une voix enfantine le fit sursauter. « À ta place, je ne m'approcherai pas. La maison est hantée. » Robinson se retourna vers le petit garçon, qu'il reconnut comme le fils de son ancienne maîtresse d'école. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda-t-il. « Tu n'es pas de la vallée ? Tout le monde sait que c'est là que la sorcière habitait avant de partir vivre dans la forêt. » Robinson retint sa respiration. « Où ça, dans la forêt ? C'est pas facile à expliquer. Mais tu pourrais m'y emmener ? » Pas question, répondit le garçon. Si tu veux, je peux te dessiner une carte. Tu n'auras qu'à la chercher. Robinson mit plus d'une semaine à trouver l'endroit où résidait Viviane. La carte n'était plus entre ses doigts qu'un triste bout de papier décoloré, quand, presque sans s'y attendre, il tomba sur la cabane abandonnée. Elle était gardée par un chien, un seul, tellement maigre qu'il semblait ne pas avoir été nourri depuis des semaines. Un sombre pressentiment envahit le cœur de Robinson. Il caressa l'animal, qui n'eut pas la force de l'empêcher d'entrer. À l'intérieur, comme il s'y attendait, il n'y avait personne. Aucune trace de Viviane. Rien d'autre que le vide. Les enfants racontent qu'après le départ de Robinson, un souffle violent s'éleva du sol. Il balaya tout sur son passage, la poussière, les aiguilles de pin, les feuilles mortes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à regarder que de fragiles papillons, l'un bleu, l'autre noir et blanc, qui virevoltèrent amoureusement au gré du vent.